Bonjour à tous, est-ce que vous nous entendez? Brice, est-ce que tu m'entends? Moi, je Ouais, t'entends. je t'entends. Parfait, et bah, écoutez, on y est arrivé avec 7 petites minutes de retard. Je suis vraiment navré pour tous ceux qui nous regardent. Brice, est-ce que tu normalement de ton côté tout doit Moi, tout fonctionne, hein. Je t'entends, je te vois, je me vois. Voilà. confirme que ça fonctionne bien sur LinkedIn parce que je viens de m'entendre donc voilà. Bah, écoutez, merci beaucoup, merci Brice pour ta présence. Désolé de ce petit aléa technique qu'on a réussi à résoudre, là à l'instant, donc c'est parfait. Je vous prie de m'excuser parce que c'est la première fois que je fais un live sur LinkedIn par moi-même. À l'origine, je le faisais plutôt avec les personnes de mon équipe et qui étaient beaucoup plus performantes que moi. Donc, ça explique aussi le petit problème technique qu'on a eu. Donc, voilà. Bon, bah écoutez, en tout cas, on est réunis pour une petite quarantaine de minutes. Je crois que Brice, que tu as jusqu'à 12h15, il me semble. Ouais, ouais, malheureusement, ça tombe mal, mais j'ai un autre live à 12h30, moi, donc c'est pour ça. Je suis Aucun désolé. problème. En tout cas, merci déjà de ta présence. Je vais vous partager dans quelques instants, après avoir résolu un autre problème technique qui est lié cette fois-ci à la présentation, mais qui devrait être tout de suite résolu. Je vais juste partager mon écran, même si je vous vois plus pendant quelques instants. Ce n'est pas très grave. On va partager et parler de cette étude Content Trends que vous devez voir maintenant à l'écran. Et Brice, je te laisse me confirmer Ouais, que c'est bien le cas. ouais, ouais, Euh, c'est bon. et donc, bah, voilà, je vais la partager en plein écran. Et comme vous le voyez, elle a été réalisée sur Canva. Voilà, bah écoutez, merci à tous. Donc, on se retrouve pour parler de 2024 Content Trends, qui est l'étude qu'on a co-réalisée avec J'ai un peu dans la com. Je me présente très rapidement. Donc, je suis Pierre, je suis le fondateur plutôt, de Newton.io et du podcast, de Content Podcast qui sortira dans quelques jours. Et comme je le disais, du coup, je suis accompagné par Brice, que je vais laisser se présenter. Je vais te laisser la parole, Brice, du coup, pour que tu puisses Oui, enfin. oui, donc moi, Brice Trofardi, donc je suis copywriter, ghostwriter, ancien recruteur pendant 10 ans, et je vends une formation ChatGPT sur le marketing, le recrutement et la vente depuis avril 2023 avec Jérémy Guillot, qui est mon associé. Eh ben, c'est parfait. Bah, tu as résumé en elevator pitch ton parcours, ton profil. Merci beaucoup. Et c'est la raison aussi pour laquelle on t'a sollicité, parce que tu es expert, comme tu le disais, de ChatGPT. Et du coup, il me semblait pertinent de te faire intervenir dans l'étude qu'on a menée. Juste pour votre information, donc c'était une étude dont on parle. Elle a été réalisée par J'ai un pote dans la com, le média de référence, comme vous le savez, dans le domaine du marketing et de la communication B2B. Et Newton, qui est à l'origine, à l'initiative de cette étude, qui est un logiciel de gestion des contenus marketing qui sortira à partir du 1er mars, que vous pourrez tester gratuitement pendant 14 jours à partir du 1er mars, et qui permet de centraliser l'ensemble des contenus marketing qu'une entreprise a pu produire dans le passé, de les recycler de manière automatisée, de pouvoir générer de nouveaux contenus en adéquation avec son audience, et enfin de mesurer la performance de vos contenus. Voilà, trêve de présentation. Maintenant qu'on a fait connaissance et que je vous ai contextualisé cette étude, il faut savoir que Content Trends, c'est la première étude française dédiée au content marketing, qui contient 28 questions, qui a permis d'interroger 155 professionnels du marketing et du content management pendant 2 mois. Cette étude, elle a été réalisée en novembre et décembre 2023. Cette étude aussi, elle a été décryptée par plusieurs experts dont tu fais partie, Brice, et pour lequel je te remercie, que vous voyez ici à l'écran, différents experts qui viennent de milieux différents et de secteurs d'activité différents, et qui nous ont permis d'interpréter les résultats qu'on a obtenus auprès des 155 experts interrogés. Cette étude Content Trends, elle se découpe en 4 parties que je vous propose d'aborder aujourd'hui, qu'on va regarder ensemble. L'idée est de prendre à peu près 2
graphes qui sont marquants dans chacune de ces parties. Donc la première partie, c'est l'équipe et le budget. La deuxième partie, c'est les objectifs et les canaux. La troisième partie, c'est la performance des contenus. Et la quatrième partie, c'est le contenu et l'IA, la relation entre ces deux thèmes. Voilà. Donc concrètement, je te propose, Brice, qu'on passe en revue ces 4 points à travers les graphes. Alors, petite exception, je le dis en introduction, la première partie, elle ne contient pas 2 graphes, mais 3 de mémoire. Et donc, du coup, on va s'attarder un petit peu plus sur cette première partie qui, au vu du contexte économique, a un impact assez important. On va juste voilà, faire une petite exception avec cette première partie. Les autres contiennent, je vous le promets, 2 graphes. Donc l'idée, c'est qu'on tienne jusqu'à une petite demi-heure pour toi, Brice, et jusqu'à 12h15, qu'on puisse passer en revue les principaux points de cette étude que vous pouvez télécharger, comme vous le voyez, grâce au petit QR code en haut à droite de l'écran. Étude que vous pouvez aussi retrouver sur le site de Newton. Dans la rubrique ressources, vous avez 2024 Content Trends disponible en téléchargement. Elle est complète avec un certain nombre de choses en surplus à la clé. Voilà, bah écoute, si ça te va, Edriss, let's go. Parlons de la première partie de cette étude, l'équipe et le budget, avec un premier graphe que je vous mets à l'écran, que vous devez normalement bien voir, il me semble. Première question, une des premières questions qu'on a posées au cours de l'étude, c'est celle-ci. Pour 2024, quelle est la quantité de contenu que vous souhaitez produire? Et comme vous le voyez, l'idée est que nos amis content managers et professionnels du marketing ont répondu à plus de 51,4%, un peu plus qu'aujourd'hui. 25,7% d'entre eux ont répondu à peu près la même quantité qu'aujourd'hui. 14,3%, 2 fois plus qu'aujourd'hui, et ils sont seulement 8,6% à avoir répondu qu'ils voulaient produire moins de contenu qu'aujourd'hui. Donc concrètement, vous le voyez, l'objectif pour cette année 2024, pour les professionnels du contenu marketing, c'est de produire plus de contenu, un petit peu plus qu'aujourd'hui, enfin que 2023, pardon. Et c'est assez intéressant parce qu'on s'oriente, malgré le fait qu'on dise que la qualité prime maintenant sur le contenu, quand même sur des volumétries qui sont un petit peu plus importantes. Peut-être que tu veux en dire un mot, Brice, sur ce premier graphe. Alors, c'est pas surprenant, je trouve. C'est pas surprenant. Je pense que, voilà, toujours plus de contenu, je pense que on est dans la croissance chaque année. Après, on verra avec les d'autres statistiques, hein, on pourra mettre en contexte un petit peu, les conséquences potentielles de de cette volonté-là. On pourra développer, je pense, avec d'autres chiffres. Ouais. Mais en tout cas, ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est qu'on a les prémices de quelque chose d'intéressant puisque on veut toujours plus de contenu et avec l'IA, on a un levier qui va nous permettre d'en créer toujours plus, quoi. Donc, mais on va détailler, je pense, enfin, en tout cas, je détaillerai mon point de vue sur les autres statistiques. Je veux pas Ouais, spoiler la présentation. parce que voilà, exactement, cette slide, elle permet de contextualiser, de poser un peu le décor, parce qu'on va passer du coup à la deuxième slide, que je voulais, aux 2 autres slides suivantes qui vont permettre de mettre en perspective les choses. Mais retenez bien ces chiffres qui sont tout à fait intéressants et surtout qui sont à mettre en parallèle avec d'autres chiffres. Le budget et le nombre de personnes, c'est exactement ce que vous voyez à l'écran, puisqu'en fait, c'est les questions qu'on a posées aux participants. En 2024, le budget consacré au contenu sera, et 30% seulement d'entre eux ont indiqué qu'ils auront un budget en hausse. 18% d'entre eux ont dit qu'il serait en baisse et 30% a dit que ce budget resterait inchangé entre 2023 et 2024. Ça, c'est assez intéressant. Seulement un tiers d'entre eux disent que le budget augmentera alors que ils sont un petit peu plus de 70% à dire qu'ils voudraient un peu plus de contenu. Donc ça veut dire que finalement, il faut, pour une grande partie d'entre eux, faire plus de contenu avec un budget inchangé ou un budget à la baisse. Si on compile inchangé à la baisse, on est quasiment à plus de 50%. Donc c'est Ouais. assez intéressant. Et le deuxième graphe qu'on voit à l'écran, et du coup je te laisserai peut-être après du coup en dire un mot, Brice, mais le deuxième graphe qu'on voit à l'écran, c'est aussi le nombre de personnes
associés à la création de contenu en interne et en externe, donc c'est-à-dire les gens de notre équipe et les gens qu'on fait travailler par ailleurs au-delà de l'équipe, donc des agences, des freelances. Et donc du coup, quand vous le voyez à l'écran, pour 44,8% des personnes qui ont répondu, le nombre de personnes associées à la création de contenu restera inchangé. Il sera à la hausse pour seulement un tiers d'entre eux et à la baisse pour 18% d'entre eux. Quand on regarde ces deux graphes-là, les tendances, elles sont à peu près les mêmes. On a l'impression que le budget qui est consacré au contenu, finalement, la hausse va être déportée sur le financement d'un nombre de personnes associées à la création de contenu. On peut l'interpréter comme ça. Mais c'est assez intéressant de voir que ces deux graphes, finalement, sont identiques. Et quand on les met en perspective avec le graphe qu'on a vu précédemment, finalement, on s'aperçoit qu'il y a une décorrélation entre la volumétrie et puis les besoins, enfin en tout cas les ressources, qu'elles soient financières ou humaines. Il y a une petite décorrélation entre ces chiffres-là. Je te laisse peut-être en dire un mot, Brice, pour compléter. Mais Oui, voilà. alors mon point de vue, hein, et c'est, le point de vue sur l'ensemble de la présentation, je trouve qu'il y a plein d'indices qui vont confirmer ça. C'est qu'en 2023, on a eu vraiment l'avènement des IA génératives et la perception, de la valeur du contenu a fortement baissé. Mm. On l'a vu, beaucoup. Moi, j'ai vu des, entreprises, moi, je faisais du ghostwriting pour les entreprises. J'ai vu des entreprises me dire littéralement: «Écoutez, on va baisser notre budget com, on va, enlever des prestats, on va internaliser la production du contenu, la production pure». Et je pense qu'on est qu'au tout début. On est encore sur des contenus, on en reparlera peut-être, mais qui sont pas, 100 parfaits, qu'il faut revenir derrière et cetera. Mais on a déjà des entreprises, en fait, qui choisissent, de déléguer ça non plus à des prestataires, mais à l'intelligence artificielle. Et le paysage, on va dire, général de tout ça, le fond de tout ça, c'est qu'on a une perception de nos contenus où sa valeur, finalement, baisse de plus en plus. Mm. Donc je pense que c'est les prémices d'un gros shift, une grosse disruption du marché, au niveau des métiers. On parle beaucoup de certains métiers vont disparaître et cetera. Je pense qu'il y a des métiers qui vont changer, qui vont évoluer et à contrario, je pense qu'il y a des métiers qui vont prendre de plus en plus d'importance. Je peux me tromper, hein, mais je pense que les métiers stratégiques, les métiers de gestion de contenu, content manager, content stratégiste et cetera, je pense qu'eux, ils vont monter en puissance et que les métiers vraiment de production, on va Mm. avoir vraiment, une très, très forte baisse et ça va être très, très compliqué à mon avis de générer, des revenus intéressants pour, par exemple, un ghostwriter ou un rédacteur web et cetera, à l'avenir, où il va devoir aussi changer un petit peu, son fusil d'épaule. Donc, je pense que là, c'est dans les 5 prochaines années, on va avoir un changement énorme au niveau de ces métiers-là et de la valeur perçue du contenu, quoi. C'est hyper intéressant ce que tu viens de partager. C'est effectivement une tendance. Là où on avait quelque part il y a 2 ans 100% d'humains pour la production du contenu, finalement on s'aperçoit que maintenant ce ratio est en train de changer. Il y a des boîtes qui ont pris complètement le virage, tu le disais, et il y en a d'autres qui sont en train de le prendre petit à petit. Mais c'est vrai qu'on s'aperçoit que l'IA est en train de prendre une place assez prépondérante et surtout intéressante. On va revenir, on va reparler de l'IA juste après, c'est l'objet de la 4e partie, mais c'est, je pense, effectivement quelque chose qu'il faut mettre en perspective de ces chiffres qu'on a déjà à l'écran, comme tu le mentionnais, Brice, à l'instant. Je vous propose qu'on enchaîne sur la 2e partie. Vous imaginez bien que ces chiffres, ces 3 graphes ne sont pas les seuls de cette première partie. Pour aller voir les autres, je vous invite à découvrir l'étude, à la télécharger. Il y a beaucoup d'autres graphes intéressants sur la partie budget et sur la partie équipe. En tout cas, ici, on vous en a fait ressortir 3 qui nous semblaient être assez pertinents. Et comme le disait Brice, ils sont à mettre en parallèle avec d'autres graphes qu'on a juste après, qu'on va vous présenter dans quelques instants. Sur la 2e partie de l'étude, on a choisi avec J'ai un pote dans la com de se focaliser sur les objectifs et les canaux de la production de contenu marketing. Et donc, ce premier graphe que je vous partage à l'écran nous a semblé être intéressant. En 2024, quels sont les objectifs de votre production de contenu? Et vous voyez que donc les participants avaient la possibilité de sélectionner différentes réponses, non pas de manière alternative, mais de manière cumulative. Et on s'est aperçu que 80% d'entre eux avaient un objectif d'augmenter la notoriété de leur marque. C'était le principal objectif de la production de contenu qu'ils allaient suivre en 2024. 68,6% ont indiqué vouloir renforcer la crédibilité et la confiance, et 63 vouloir générer des demandes de prospects. Donc on le voit, en fait, finalement, cette
production de contenu, elle est orientée très top of the funnel. Un objectif de notoriété, c'est vraiment on crée du contenu pour justement adresser la première partie de votre funnel d'acquisition. Le renforcement de la crédibilité en fait aussi partie. Et finalement, on s'aperçoit que le troisième et le quatrième j'allais dire objectif, qui sont finalement peut-être ceux que j'aurais pris personnellement, ne sont pas forcément ceux qui sont suivis majoritairement, enfin en tout cas principalement, puisque vous voyez, la génération de ventes et de revenus, c'est 50%. On ne met pas, et c'est marrant, c'est peut-être, tu me diras ce que tu en penses, Brice, mais on ne met pas le contenu au centre de la génération de business, finalement. On le met plus comme un facteur de notoriété, de crédibilité, donc d'image, finalement, plus que comme un convecteur de demande ou de génération de revenus, en fait. C'est un peu le sentiment qu'on a quand on voit ces chiffres. Je ne sais pas ce que tu en penses, Brice, mais en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Alors, après, une étude, ça mesure toujours des choses un peu différentes. Ce que je trouve assez intéressant, alors je peux peut-être me tromper, mais si je regarde un petit peu les différents résultats et que je les prends de haut en bas, en fait, j'ai l'impression on retrouve quand même les étapes d'un funnel classique où tu Oui. vas partir sur un top of the funnel. Ensuite, tu vas donc notoriété, renforcer la crédibilité, la confiance. Ensuite, une fois que tu as ça, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu génères des demandes de prospects. Quand tu as ça, tu as des leads, donc tu as des revenus qui arrivent derrière. Et puis ensuite, après, tu vas avoir besoin peut-être de nurturer, d'éduquer tes clients, de les garder, de les faire revenir, de les fidéliser et pourquoi pas créer une communauté, etc. Et tu vois, en fait, on a toutes les étapes du funnel petit à petit. Et en fait, j'ai l'impression que le contenu, je pense, est un sujet qui est extrêmement grand public. On est tous extrêmement exposés aujourd'hui au contenu et je pense que l'avènement des réseaux sociaux et d'Internet, etc., nous a tous éduqués sur ce côté vraiment contenu. Et la première chose à laquelle on pense, je pense, de manière systématique, c'est vraiment la notoriété, etc., parce que c'est ce qui nous vient le premier à l'esprit, quoi. Donc, je sais pas dans quelles conditions les gens ont répondu à ça, mais on a l'impression qu'il y a une espèce de... Tu vois ce que je veux dire? Ils ont suivi petit à petit, inconsciemment, les étapes du funnel. Donc, je ne sais pas trop quoi en penser, mais c'est intéressant, en tout cas, c'est intéressant. Mais c'est pas, si tu reprends le funnel, en fait, finalement, c'est pas surprenant. Oui, c'est vrai. Non, mais ce qui est marrant, c'est que surtout, on nous parle d'une évolution de la stratégie marketing qui passe de la lead gen et on s'oriente plus vers de la demand gen. Et là, on a l'impression que ces chiffres, finalement, ils sont pas tellement dans cette tendance-là. Ils sont plutôt dans une tendance où on fait encore de la lead gen, on fait encore et donc, du coup, on travaille vraiment le haut du funnel, plus que de faire de la demand gen qui, là, aurait dû normalement révéler quelque part des objectifs un peu différents. C'est un peu le sentiment que j'ai eu en voyant ces chiffres. Ils sont surprenants, ils m'ont un peu surpris, mais ils sont, quand on les regarde sous différents angles, et tu l'as noté sur l'angle funnel classique, ils s'expliquent, ils s'interprètent, et tu as tout à fait raison, c'est un des aspects qui potentiellement explique ces résultats. Tout à fait raison. Après, j'ai pas le recul pour comparer différentes années. Ce serait intéressant de voir peut-être l'évolution d'une année sur l'autre, mais ma vision comme ça, à un instant T, c'est que aujourd'hui, avec l'extrême facilité qu'on a à communiquer finalement, Internet, c'est un levier qui est gigantesque. Mais bon, Internet date pas d'hier, donc c'est pour ça. Il faudrait voir s'il y a vraiment une évolution. Mais pour moi, en fait, Internet, c'est un levier qui permet à n'importe quelle petite entreprise de pouvoir communiquer comme éventuellement une très grosse boîte qui, il y a quelques décennies, pouvait se payer un spot publicitaire à la télé. Aujourd'hui, n'importe quelle entreprise peut avoir une exposition énorme. Et en fait, ce qui est assez surprenant, moi, mon expérience du ghostwriting sur LinkedIn, c'est que tu as encore des entreprises finalement qui ne se sont pas mises sur Internet, qui sont quasiment pas dessus, qui n'utilisent pas tous les leviers. Moi, j'ai été en contact avec une grosse boîte qui fait du e-commerce, hein. Eux, ils sont sur Internet. Et ils n'avaient jamais fait les réseaux sociaux, en fait. Ils n'avaient jamais... c'est complètement assez fou. Enfin, voilà. J'ai l'impression qu'on est encore sur un marché qui explose. C'est comme si c'était infini, tu vois, j'ai l'impression. Donc, c'est peut-être aussi pour ça. C'est qu'il y a toujours, finalement, des entreprises qui sont encore en train de découvrir de nouveaux moyens de développer leur notoriété, tu vois. Et j'ai pensé à ça tout de suite quand j'ai vu le premier résultat, quoi. Ouais, c'est possible et c'est effectivement le cas. Tu as raison, et j'en profite aussi juste pour dire à ceux qui nous regardent que
c'est une première, hein, Content Trends, c'est la première fois qu'on fait cette étude. Il y aura une étude numéro 2 en 2025. Donc on pourra mettre les chiffres en perspective, mais effectivement, je pense que ce serait bien de les regarder d'une année à l'autre et voir leur évolution. Tu as tout à fait raison là-dessus. Je propose, Brice, qu'on enchaîne avec ces 2 graphes. Et donc, il y avait une deuxième exception, c'est la deuxième partie où il y a 3 graphes et non pas 2. Donc voilà, à l'écran, j'espère que vous voyez bien. En 2024, quel contenu produirez-vous? Et en parallèle, vous avez en 2024, sur quel contenu mettrez-vous le plus de budget en termes de promotion, bien évidemment. Mais en tout cas, voilà. Donc, en gros, 2 graphes supplémentaires. Le premier, si on se focalise dessus, vous voyez les 3 premiers contenus, les mêmes 4, si on veut vraiment voir large. Les 4 types de contenus qui sont produits principalement par les entreprises et les participants de notre étude, ce sont les posts organiques sur les réseaux sociaux à plus de 86%, on le comprend. Les articles de blog à 82,9%, la vidéo à 82,9%, et enfin la newsletter à 71,4%. Viennent après les e-books, les événements en ligne, les infographies, les études de cas, les rapports et d'autres contenus, mais qui viennent de manière assez restreinte par rapport aux 4 que je viens de citer en premier. Et vous avez ensuite, sur le deuxième graphe, sur quel contenu mettrez-vous le plus de budget? Et là, vous avez un contenu qui se détache, c'est les vidéos. 67,6% des participants à l'étude ont répondu qu'ils voulaient mettre plus de budget sur la vidéo. Les e-books à 30%, les articles de blog à 27%, les posts organiques 25%, les événements en ligne à 24,8%. Donc on a finalement un contenu phare sur lequel on met le plus de budget, et après il y a le peloton qui suit avec 4 types de contenus sur lesquels on va mettre à peu près le même budget. Voilà, c'est assez intéressant. J'aurais bien aimé avoir ton avis là-dessus, Brice. Comment toi tu l'interprètes ces 2 graphes? Est-ce que tu as un Alors, feeling là-dessus? alors, pour la vidéo, évidemment, hein, le format vidéo de l'année 2023, entre autres, c'est une des années où la vidéo a explosé. On a Mmh. le format, ça date même d'avant, hein, mais ça ne TikTok. cesse d'exploser. TikTok, l'effet TikTok qui est arrivé depuis déjà pas mal de temps. Mais on a vraiment, oui, en fait, je pense que c'est lié à plusieurs choses, la TikTok, et cetera, mais tout ça est lié aussi à la capacité des smartphones où chacun peut faire une vidéo. Tu crées une culture finalement où tout le monde est exposé aux vidéos et du coup, les personnes sont de plus en plus demandeuses de vidéos. Donc, les entreprises derrière, forcément, doivent Mmh. suivre. Donc ça, c'est assez logique, je trouve. Ce sera intéressant de voir comment ça va évoluer dans le futur, mais je suis pas trop surpris. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que le budget, évidemment, voilà, la valeur perçue d'une vidéo est grosse et la valeur perçue aussi dans la fabrication d'une vidéo est importante. Et Mmh. ça, je pense que ça va chuter. Je pense que ça Ouais. va chuter dans les 2-3 prochaines années où on voit déjà Mmh. justement l'IA qui arrive et qui va démocratiser ça. Donc, je pense que Mmh. ça va chuter. Je trouve que c'est très intéressant de voir le budget, le rapport entre quel contenu vous allez produire et ensuite le budget que vous allez lui attribuer. Je suis assez surpris et je pense que c'est pareil, ça va énormément changer sur e-book, articles de blog, qu'ils arrivent aussi haut finalement. C'est-à-dire qu'on Ouais. n'a pas encore l'impact, on n'a pas encore cet impact vraiment de l'IA Mmh. sur le budget qu'on va attribuer à ce genre de contenu. Mmh. Donc c'est assez intéressant, je trouve que. Mais ouais, pas surpris par la vidéo, pas surpris par la vidéo évidemment. Ce qui est assez intéressant, c'est surtout quand on regarde aussi les contenus que vous produirez. Articles de blog, moi j'ai été surpris que ce soit encore aussi haut, parce que tout le monde disait, et pareil pour les newsletters d'ailleurs, tout le monde disait la newsletter est morte, l'article de blog, ouais, c'est difficile en SEO de se démarquer. Donc j'imaginais que finalement les entreprises allaient produire des typologies de contenu peut-être un peu alternatives. La vidéo, bon, effectivement, tu disais, on est exposé à des vidéos, mais il y a aucun moyen de se démarquer avec une originalité, une approche un peu différente. Et finalement, voilà, pas tant que ça. En fait, les articles de blog sont pas morts, on a l'impression. Les newsletters sont pas mortes non plus parce qu'elles elles sont encore à des niveaux assez importants. Et finalement, on a quelque chose qui est assez solide en termes de résultats sur ces contenus-là. Donc à voir peut-être avec une évolution l'année prochaine, et je te rejoins totalement, je pense que les lignes vont bouger. Je
pense qu'en 2025-2026, les résultats risquent d'être assez différents et ce sera intéressant qu'on puisse mettre en perspective à travers cette étude les différences d'une année à l'autre sur ces typologies de contenu, parce que je pense qu'il va y avoir des choses qui vont bouger, tu as raison. L'IA démocratise des choses, l'IA facilite des choses en termes de production de texte, en termes de production de vidéos, et on risque d'avoir des résultats assez différents, assez marqués d'une année à l'autre. Voilà, alors ça c'était pour la deuxième partie. Je vous propose qu'on enchaîne avec la troisième partie, il est midi, il nous reste un petit quart d'heure. Parlons maintenant de performance des contenus. La performance des contenus, on a demandé aux participants quels sont les KPI finalement qu'ils allaient suivre en 2024 pour mesurer la performance de leur contenu. Et vous le voyez, ça fait un peu le lien aussi avec ce qu'on vient de dire sur les réseaux sociaux, mais l'engagement sur les réseaux sociaux se détache principalement avec 84,8% de réponses, nombre de pages vues à 69,5%, les conversions à 68,6%, l'engagement sur le site web 61,9%, ensuite sur les emails à 56,2%, le classement sur les moteurs de recherche 54,3%, le coût d'acquisition des leads seulement à 37,1%, les marketing qualified leads à 36,1% et enfin les abonnés aux emails 27,6%, alors que on a vu que la production d'emails allait être assez consistante aussi. Le coût d'acquisition des clients 25,7% et les retombées médias 25,7%. Ce qui est intéressant, je ne sais pas si tu me rejoins là-dessus, Brice, mais ce qui est intéressant sur cette slide, c'est que finalement, c'est assez lié à ce qu'on a vu en termes d'objectifs, la notoriété, et donc finalement, les objectifs qu'on avait qui étaient plus top of the funnel se ressentent un peu aussi ici avec les KPI, avec l'engagement sur les réseaux sociaux. Ça fait le lien avec des objectifs top of the funnel. Le nombre de pages vues, c'est à peu près pareil. Et ce qui est assez marrant, c'est que finalement, les objectifs qui sont très héroïstes, finalement, sont peu suivis par les personnes qui ont répondu à l'étude. Quand on regarde notamment le coût d'acquisition des clients, le MQL ou le coût d'acquisition des leads, c'est des KPI qui vont être peu regardés pour cette année 2024. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est deux choses qui confirment à la fois ce qu'on a vu précédemment et puis qui infirment aussi des tendances dont on parle tous les jours. Le ROI, on en entend beaucoup parler. J'en ai moi-même beaucoup parlé dans le passé, mais c'est finalement des tendances qui sont peu suivies par rapport à la performance des contenus. Alors après, je suis pas expert moi de ce domaine, mais ma vision, assez pragmatique, c'est que c'est beaucoup moins sexy que Ouais, d'aller voir le nombre de likes et le nombre de et cetera et cetera. Donc ouais, je pense que clairement, personne n'aime aller calculer, son coût d'acquisition de lead. Par ouais, contre, d'avoir fait, 300 000 ou 1 million de vues, sur une vidéo et cetera. Donc je pense que si on faisait une segmentation de qui a répondu quoi, ce serait très intéressant. ce On serait- n'aurait pas du tout les mêmes réponses selon le type t'as de raison, professionnel du marketing, tu vois ce que je veux dire? t'as raison. Et puis Je c'est pense qu'on surtout n'aurait pas les mêmes réponses. il y a effectivement la facilité aussi à calculer ces KPI. Je pense que quand on regarde les KPI qui sont les moins cités ici, c'est des KPI qui sont plus difficiles à calculer. Et finalement, celles qui sont les plus faciles, ce sont les vanity metrics, ce sont les KPI Mmh. on a l'habitude de regarder parce qu'elles sont affichées de prime abord facilement, soit sur les réseaux sociaux, LinkedIn, etc. Vous avez les tableaux de bord qui vous le permettent. Et donc, ça vous permet de voir ça de manière assez facile. Ce qui n'est pas forcément le cas du coût d'acquisition d'un lead ou d'un Mmh. coût d'acquisition client, là où vous avez besoin peut-être d'avoir déjà un outil qui vous permette de le calculer, ou alors de le faire par vous-même si vous n'avez pas cet outil. Donc ça demande peut-être une technicité un petit peu plus importante, et c'est peut-être pour ça aussi qu'elles sont moins suivies. En tout cas, c'est Mmh. une des idées, une des pistes qui peut être avancée. Clairement, clairement. Et alors moi ce qui m'a, interpellé en fait dans ce graphique, c'est, l'opposition, quasiment, symbolique finalement des réseaux sociaux tout en haut Ouais, et la retombée des médias tout en bas. ouais, Et je trouve que c'est, tout à bah, je fait t'ai raison. envoyé mes notes, hein, d'ailleurs quand j'ai vu ce truc-là. Ouais, c'est Mais ouais, marrant, ça ouais. m'a inspiré un truc, que je pensais déjà en fait, en réfléchissant justement à notre live aujourd'hui sur, l'impact de l'IA et cetera et quand j'ai participé, à l'étude, quand j'ai dû écrire mon petit paragraphe, je me disais, voilà, qu'est-ce que je retire de tout ça? Et en fait, ma vision à moi, alors qui est plus globale, hein, que juste ce graphique-là, mais ça me rappelle ça, c'est, l'ubérisation, de la production de médias, l'ubérisation des médias, où,
on sort petit à petit de plus en plus d'un monde dominé par la télévision et on arrive vraiment dans un monde de plus en plus dominé finalement par les réseaux sociaux, par la production individuelle de médias. On parlait d'avant, à un moment donné, d'influenceurs, on a commencé à parler de micro-influenceurs. On se rend compte que certaines personnes ont une toute petite communauté, mais finalement arrivent à générer des revenus parce que des marques vont rechercher ça, etc. Et aujourd'hui, on a toutes les barrières à l'entrée finalement tombent. Donc on a eu la vidéo grâce au smartphone. Moi, je me rappelle, hein, moi je suis né en 82, donc j'ai connu l'époque où les seules personnes qui prenaient des photos en vacances, c'est soit les personnes qui avaient un jetable, soit les personnes qui avaient un réflexe. Il n'y avait pas entre les deux. Aujourd'hui, tout le monde a son smartphone, tout le monde prend des photos, tout le monde prend des vidéos, tout le monde Ouais, peut c'est faire vrai. une belle photo. Tout ça, toutes ces barrières à l'entrée sont tombées. Et Ouais. aujourd'hui, après, on a eu la barrière à l'entrée de la diffusion, donc à l'écrit, on a eu les blogs, ensuite on a eu la barrière à l'entrée, donc photo, on a eu YouTube aussi qui a explosé, donc barrière à l'entrée sur la vidéo. Et Mm. aujourd'hui, un des pain points pour faire de la vidéo, c'est par exemple monter sa vidéo, etc., etc. Le Mm. matériel est devenu moins cher, voire quasiment donné par rapport à ce que c'était, mais il faut toujours pouvoir monter sa vidéo, etc. Et aujourd'hui, on voit déjà des outils qui existent pour faire du repurposing de contenu, Contenu. pour créer des formats courts à partir d'un format long, monter automatiquement un podcast. Il y a une extension sur Premiere qui s'appelle Autopod. Mm. Tu mets ta séquence sur Premiere et automatiquement, il te fait tous les découpages multicam de ton podcast. C'est Ouais, complètement fou. ah Alors ouais, voilà, on est en train, et on est qu'au début, donc j'imagine même pas. J'ai vu une startup, j'ai plus son nom, mais qui faisait aussi un outil qui automatiquement mettait tous les plans d'une publicité pour pouvoir monter automatiquement, etc. Enfin bref, c'est complètement fou. Et toutes les barrières sont en train de tomber. Donc je pense que l'avenir, ça va être vraiment une ubérisation des médias. Et après, je vais pas faire un exposé sur ce que j'ai écrit comme note, parce que j'en ai écrit beaucoup, mais il y a une énorme. On est en train voilà, on est en train de connaître un truc, et je trouve que c'est extrêmement intéressant, cette statistique, de voir que les entreprises se sont dit presque en répondant aux questions: ah oui, en fait, il y a aussi les médias. J'avais pas ouais. répondu, mais oui, évidemment, on va quand même mesurer les retombées des médias, quoi. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est plus du tout la priorité. Non, mais tu as tout à fait raison, je te rejoins complètement en fait. Et je te rejoins aussi sur les barrières à l'entrée. C'est vraiment c'est bien de l'avoir mentionné, le fait qu'au niveau de la production, mais maintenant au niveau aussi de la diffusion et au niveau bah voilà, finalement de l'engagement, on a fait sauter les barrières à l'entrée. C'est beaucoup plus facile quelque part de devenir son propre média. Chacun de nous, chaque marque peut être facilement générateur d'une audience qui est assez importante. Et ça, c'est vraiment, je pense aussi, ça explique le chiffre majeur qu'on voit sur ce graphe des 84,8%, effectivement. Écoute, Brice, je te propose, comme il nous reste quelques minutes, il nous reste 6 minutes si je ne me trompe pas, je te propose qu'on enchaîne et Mhm. peut-être assez rapidement sur les deux derniers graphes, enfin le dernier graphe de cette partie, pour enchaîner ensuite sur l'IA. Quelle est la source de revenus la plus efficace selon vous? Et là, on le voit, la génération de trafic vers l'équipe de vente est une source de revenus la plus efficace. La sponsorisation des contenus. Et ce qui est intéressant aussi sur ce graphe, c'est que pour 25% des réponses, les personnes ont indiqué ne pas savoir quelle était la source de revenus la plus efficace. Ça rejoint un autre graphe qu'on n'a pas mis ici, mais qui est présent dans l'étude, qui nous disait que finalement, les personnes avaient des soucis à mesurer l'impact des contenus sur leur génération de business. On y reviendra, mais en tout cas, ça confirme, je pense, ce chiffre, cette information. En tout cas, voilà, je vous le partage rapidement. Je propose qu'on ne s'attarde peut-être pas trop dessus, à moins que tu voulais dire quelque chose de plus En spécifique, fait, Brice. ça rejoint. Je trouve que ça rejoint ce que tu disais sur le problème des professionnels de calculer vraiment le coût d'acquisition par lead, etc. Enfin, juste, ils savent pas, quoi. Il y en a plein qui ne savent pas, qui n'ont pas les outils, qui ne savent pas faire, etc. Ouais. Je pense qu'il y a un vrai sujet là-dessus, qu'on adresse d'ailleurs à partir du 1er mars avec Newton. Je ferme la parenthèse, mais en tout cas, voilà, ce graphe est intéressant. Je propose, Brice, qu'on enchaîne avec le contenu IA, qui est ton cœur de métier, ton sujet de prédilection. Et la première question qu'on avait posée aux participants, dans quelle mesure votre équipe a-t-elle intégré des technologies d'IA générative dans le processus de création de contenu au cours de l'année écoulée? Et là, on s'aperçoit qu'on a des réponses assez surprenantes parfois. Donc 48,6% d'entre eux ont dit avoir fait une intégration partielle, c'est-à-dire qu'ils ont une utilisation régulière dans certaines tâches, ce qui est plutôt intéressant.
une intégration minimale, 30% d'entre eux, avec des tests et des expérimentations. Pour 10,5% d'entre eux, une intégration significative, utilisation étendue. Et enfin, on a une intégration complète pour 1% seulement d'entre eux. 10,5% ne savent pas et aucune intégration pour 9,5% d'entre eux. On va dire que pour 20% d'entre eux, grosso modo, il n'y a pas eu de travail qui a été fait là-dessus. Mais globalement, c'est des chiffres qui sont quand même assez intéressants parce qu'on s'aperçoit que finalement, l'IA est rentrée, comme tu le disais en avant-propos de cette présentation, qu'il y a finalement une entrée dans les mœurs de l'IA. Hein. Je te laisse peut-être rebondir dessus, mais je trouve que c'est assez marquant quand même. Hein. Ouais, ouais, je suis même surpris en fait qu'il y ait autant de professionnels. 80% des personnes interrogées disent avoir de près ou de loin intégré l'IA. C'est extrêmement surprenant. Alors après, il faudrait voir l'échantillon, qui a vraiment répondu, quel est le type de population. Est-ce qu'on est sur un directeur marketing dans une PME au fin fond de la Creuse ou est-ce qu'on est plutôt sur des profils start-up ouais, il y a ça aussi, c'est pas 80% Des freelances. des professionnels du marketing ouais, voilà, de la France. Mais ça montre que dans certains secteurs, dans certains domaines, c'est partout. Et s'ils le font, il n'y a pas de hasard. Après, la seule chose, c'est intéressant, c'est ça, c'est intégration minimale à 30% et intégration partielle à 48%, régulière, mais sur certaines tâches seulement. On est vraiment pour l'instant sur une intégration, je pense, vraiment pour la majeure partie des personnes, sur vraiment, ils ont identifié quelques tâches sur lesquelles ils peuvent vraiment l'utiliser et l'utilisent beaucoup dessus parce qu'ils sentent qu'il y a un vrai gros avantage. Mais ils arrivent très rapidement, je pense, aux limites de l'outil. Et du coup, soit n'ont même pas l'idée d'aller sur autre chose, soit en fait pensent que ça ne sera pas possible ou trop compliqué. On voit que l'IA, on peut très facilement faire des tâches simples, très rapides. Mais par contre, dès qu'on veut faire des tâches un tout petit peu plus complexes, en fait, c'est comme si on avait une espèce de mur où on se rend compte que soit on est obligé de recorriger derrière, on perd beaucoup de temps, etc. Et finalement, on va rester sur ces petites tâches-là. Et tu avais un autre graphique, je ne sais pas si tu montreras, sur justement quelle est la part des personnes qui se forment ou pas. Et ça, c'est intéressant parce que souvent, ce mur-là, on peut essayer de le passer en partie, tout au partie, avec de la formation. Et finalement, il y a très peu de gens qui se forment. Donc, c'est un peu. Voilà, je trouve que c'est intéressant. C'est un graphe qu'on n'a pas mis, effectivement. Je ne me souviens plus si on l'avait mis ou pas, j'avais enlevé, je crois. Mais globalement, effectivement, tu as raison. C'est un graphe qu'on vous invite à découvrir dans l'étude. Un graphe qui montre le niveau de formation des personnes à date, en décembre 2023, par rapport à l'IA. Et là encore, les résultats sont assez surprenants, hein, on le disait à l'instant. Mais c'est corrélé à ce qu'on voit ici. Donc, on vous invite à aller le regarder. Brice, je te propose pour la dernière minute qui nous reste et pour pouvoir clore cette présentation, quels défis ou préoccupations avez-vous rencontrés en intégrant des IA génératives? Ça corrobore un petit peu ce que tu disais. Et là, il y a les réponses qui sont assez marquées. 58,1% des participants disent qu'il y a un manque de contrôle sur le ton ou le style du contenu généré. Donc là, c'est le plafond finalement qu'on atteint assez rapidement avec certains outils. 55,2% disent qu'il y a des préoccupations liées à la créativité et à l'originalité du contenu. Bah, ça, c'est vrai. On s'en aperçoit tous quand on fait des tests sur ChatGPT que forcément, il y a peut-être un manque de contenu. Et il y a ce qui est marquant aussi, c'est des réponses sur les préoccupations liées à la confidentialité et la sécurité des données pour 22,9%. Voilà, je peux peut-être essayer de dire un petit mot, Brice, avant qu'on conclue cette présentation. Oui, alors moi qui de formation est copywriter, ghostwriter, j'ai notamment intégré l'IA et ChatGPT particulièrement sur la création de posts LinkedIn. Donc, je peux vraiment parler, je suis en première ligne. Je participe à un projet aussi de création d'une application pour créer du contenu, pour créer des posts LinkedIn qui s'appelle Lilou. Je passe un coucou si jamais il me regarde ou s'il regarde un replay. Et donc, dans l'équipe, c'est moi qui fais les prompts pour créer les posts notamment. Donc, c'est une vraie problématique. Donc, on va pas faire un exposé là-dessus, mais c'est une vraie problématique. Même pour les personnes qui sont expertes, c'est une vraie problématique. C'est un vrai plafond de verre aujourd'hui de l'IA, le côté générique, etc. Il y a deux moyens de changer ça, finalement. Le premier, c'est l'input. C'est vraiment toutes les informations qu'on va pouvoir lui donner pour lui expliquer comment écrire. Et ça, c'est une barrière qui est en train de se lever petit à petit, puisqu'au début, on ne pouvait pas lui dire grand-chose. Et de plus en plus, on peut lui dire de plus en plus de choses. Pour donner un ordre d'idée, les premiers modèles, on était à 3000 tokens. Et le dernier modèle là, de ChatGPT, la version GPT-4 Turbo, on est à 128 000.
Donc on passe de 3000 à 128 000 en input. Énorme, hein. Juste donner un ordre d'idée, c'est énorme la différence. Donc ça, c'est un premier levier. Et évidemment, l'autre levier, c'est le modèle lui-même. On a vu la différence entre la version 3 et aujourd'hui la version 4, C'est la clair. 4 Turbo. Mm. C'est le jour et la nuit. Quand on imagine qu'on est à l'an 1 des IA génératives, c'est un plafond de verre qui C'est va bientôt. disparaître très rapidement. Ouais, très rapidement. Là, il faut un énorme effort pour réussir à avoir quelque chose qui ressemble à peu près à une vraie écriture humaine, etc. Ça demande énormément de travail, alors qu'on ne s'attend pas à ça avec l'IA, en fait. On se dit, ouais, voilà. Mais après, voilà. On va pas rentrer dans le Oui. détail, mais je suis pas surpris. C'est des choses que c'est des problèmes que moi j'ai des problèmes que des clients ont, Mm. et qui demandent beaucoup d'efforts. Mais je pense que ça traduit aussi le fait qu'il y a beaucoup d'attentes de la part des professionnels vis-à-vis de l'IA, parce qu'on a entendu tellement de choses sur l'IA que ça allait être révolutionnaire. Donc il y a beaucoup d'attentes aussi. Et finalement, quand on se confronte à la pratique, il y a souvent quelques déconvenues ou quelques décorrélations par rapport aux expects qu'on pouvait avoir. Et je pense que c'est aussi lié, mais c'est des choses qui vont, comme tu disais, ça va s'atténuer, je pense, avec le temps, hein. Ouais. Évidemment, tout est en train d'évoluer. On n'est qu'à l'an 1, enfin en tout cas l'an 2 maintenant, de cette nouvelle révolution, hein. C'est clair. C'est Tout à clair. fait. Merci beaucoup Brice pour ton analyse. J'espère que on a pu balayer l'ensemble des interrogations que vous pouviez avoir. Je n'ai pas pris le temps de regarder dans le chat s'il y avait des personnes qui avaient des questions. En tout cas, on essaiera d'y répondre à posteriori de ce live. Je vous répondrai de manière asynchrone si vous me le permettez pour qu'on puisse libérer Brice. Vous pouvez télécharger l'étude donc directement sur le site de Newton à l'adresse suivante ou en QR codant le QR code que vous avez à l'écran. Je vous laisse le faire si vous le voulez. En tout cas, cette étude, elle a été réalisée, comme vous le savez, entre novembre et décembre 2023 par Chez un pote dans la com et par Newton. Et donc, elle est assez complète. Vous le verrez, il y a 35 pages d'études disponibles avec pas mal de graphes qu'on n'a pas mis aujourd'hui. Je conclus du coup ce live en vous indiquant aussi que Newton sera lancé le 1er mars. Et si vous voulez faire partie des premiers testeurs, vous pouvez aller directement sur le site, vous inscrire. Et vous pourrez bénéficier de 14 jours d'essai gratuit de la solution Newton. Je vous laisse la découvrir en détail sur notre site. En tout cas, un grand merci à vous tous. Merci à toi, Brice. Et puis, Merci pour l'invitation. on a débordé un petit peu, mais en tout cas, merci et désolé pour les petites contraintes techniques en démarrage. Voilà, bonne journée à tous et à très vite. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. Merci.